Salut! Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, super super, hein. On attaque aujourd'hui au morning un peu plus léger que les autres. Ouais. Non, autant dire que les sujets étaient un petit peu plus légers cette semaine. Donc on a eu moins à se mettre sous la dent, ou du moins les sujets n'étaient pas tous intéressants. Du coup, on vous a fait une petite sélection qui va être peut-être un peu plus gaming, mais qui va pas mal se rapporter à la société. Bien évidemment, on vous refait un point comme d'habitude à chaque fois à la fin de l'émission, pour vous dire un petit peu les actualités qu'on a au sein de Housing. Et pour ce matin, donc avec Dadou, on vous a sélectionné donc plusieurs sujets. Petit retour là sur Housing, n'hésitez pas toujours à aller faire un tour sur le site. Il y a Reload qui continue à écrire des articles. Là, il vous a présenté toutes les nouvelles fonctionnalités du peu cher casque VR PSVR 2, hein, voilà, à un faible prix de 600 €. Mais bon, la question n'est pas là. On fera peut-être une émission un petit peu débat pour en discuter. Mais c'est vrai que c'est une première où un accessoire est plus cher que la console. Donc, je parle dans le milieu des consoles, hein, pas du PC, bien évidemment. Donc voilà, ça a créé un peu un séisme et un gros boom. On vous invite en tout cas à aller voir l'article donc de Reload sur le site. Donc comme disait Dadou, hein, on continue donc régulièrement à en sortir dessus. Et là, il nous a fait donc vraiment un beau petit dossier sur ce qui va arriver en VR déjà avec ce nouveau casque. Et il y a pas mal de choses, donc je vous laisse aller lire l'article donc sur osing.fr. On va Ouais. passer à l'article suivant, donc on fait un petit crochet sur un sujet qui sera en dehors de la Paris Games Week, et ensuite on aura pas mal d'actualités qui sera par rapport à cette Paris Games Week. En première actualité, on a décidé de vous parler du l'Istanbul. Donc l'Istanbul, certains ont déjà vu cette info passer, d'autres pas. Il s'agit d'un nouveau petit pays qui est apparu en Europe, tout simplement. Donc c'est un petit peu l'actualité du moment, c'est le troll d'internet francophone envers les Américains. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas constaté, cette petite île donc, qui est en plus, qui a été rajoutée sur la pointe de l'Espagne et du Portugal, c'est la France, mais mise à l'envers et réduite. Véridique, Ah, j'avais pas Marseille là compris. se Ah oui, retrouve d'accord. au nord. Ouais, Ah regarde oui, si d'accord. vous Ah regardez ouais. la carte, il Ils ont s'agit retourné de la la carte. France mise à l'envers. Et donc pourquoi je vous parle de cet article? Parce que moi elle me fait énormément rigoler et avec plaisir en plus. C'est que il s'agit simplement de trolls sur internet, hein, de trolls francophones qui ont décidé simplement de se moquer un petit peu de la géographie des Américains et qui se sont dit bah tiens on va créer tout un nouvel état en Europe et on va essayer de faire en sorte de voir si les Américains le connaissent et s'ils vont le rediffuser dans leurs médias. Il y a même des sociétés qui ont pris le pas puisque Free a annoncé par exemple le déploiement opérateur donc au Liechtenbourg, Orange aussi, la Caisse Épargne qui a ouvert des comptes en banque au Liechtenbourg, Carrefour et Leclerc qui ont ouvert des supermarchés. En gros, il y a vraiment tout le monde qui s'y met. Et derrière, il y a même des gens qui ont créé du coup des profils Twitter avec le président actuel, des premiers ministres, il y a une constitution qui a été réalisée, il y a une hymne nationale qui a été réalisée aussi. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses. Et le Liechtenbourg, donc pays hyper avancé, hyper technologique, dans le monde du web 3.0. Cependant, Cependant, il y a effectivement tout ce côté troll qui est en train de se produire. En revanche, il y a une petite partie de cette communauté qui, très sérieusement, est en train d'essayer de réfléchir à pourquoi pas créer un continent numérique à partir de ce troll. Ce serait un État qui ne serait pas reconnu par les autres États, donc pas reconnu ni par l'Union Européenne, les États-Unis ou les autres pays, mais ils envisagent pourquoi pas d'utiliser ce Liechtenbourg pour créer un genre de mini-État dématérialisé, virtualisé. Et donc il y a des acteurs qui sont en train de réfléchir à ça et on va suivre ça de près parce que ça peut donner des choses très drôles comme peut-être des mondes dans le métaverse, peut-être de nouvelles plateformes, de nouvelles choses, enfin il y a plein de choses un peu drôles qui peuvent se faire autour de ça. Toi Dadou, je sais pas si tu avais observé ou vu ça sur internet, toi qui es Ouais, beaucoup sur j'ai Twitter. vu, j'ai vu, il y a eu le CM de Call of Duty justement qui a tweeté un truc, qui a dit à quand une map et tout dans Modern Warfare 2. Enfin, donc j'avais vu passer ça, plus la news qu'on avait partagée dans le Discord, mais j'avais pas capté que c'était la France à l'envers quoi. Et c'est assez Mhm. rigolo. Par contre, il y a un truc, c'est vrai que il y a une petite crotte de nez aux Américains, parce que c'est vrai que les Américains, hormis leur pays, en fait, ils s'intéressent pas trop au reste du monde quoi. Et ils ont même du mal à placer les autres pays sur la carte tellement qu'ils sont américano-centrés quoi. Donc
Je crois que ça devient là, la petite tacle, le petit tacle qu'ils ont fait aux Américains, il me semble. Ou alors c'était trop Ah autre mais chose, mais non non, ça vient vraiment de là, c'est vraiment la moquerie des journalistes américains par rapport à ça. Et en l'occurrence, ben, sur le Listenbourg, il y a eu 2-3 effets d'actualité qui ont été annoncés sur ce pays. Fox News a relayé une de ces informations. Je peux pas vous affirmer l'impact que ça a eu aux États-Unis à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a très peu de retours. En revanche, il y a 2-3 médias américains qui ont relayé cette information, en tout cas, et qui l'ont relayé vraiment dans le côté sérieux de l'information. Je vous ai sorti un petit site internet. Il s'agit de, de soi-disant la page officielle donc du Listenbourg avec, avec les leaders, ses représentants, ses ministres. J'ai même vu des pièces d'identité être créées sur internet. Sinon, sans transition, on se dirige tout droit vers la Paris Games Week avec un article donc sélectionné par Dadou. Paris Games Week, dans le futur, les jeux vidéo seront multisensoriels. Alors oui, tout à fait. Je vous ai en fait, bah là, tous les articles, ça va être relié un peu à une spéciale Paris Games Week hein, que je vous ai concocté. Même toi, Chen, il y a ton article, c'est spécial Paris Games Week. Du coup, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai parlé donc d'une université suédoise qui avait fait donc une sorte d'accessoire pour sentir les odeurs dans les mondes virtuels et dans les jeux vidéo. Et bien là, en l'occurrence, on a une compilation un petit peu de tout cela dans cet article. Je vous invite à aller voir, dans lequel en fait ils vous parleront donc d'un accessoire qui est fabriqué par exemple pour recevoir les coups. Un autre donc pour sentir, c'est encore un autre accessoire que le suédois justement. Et voilà, donc bien évidemment le casque de réalité virtuelle, des gants ou des masques pour jouer et ressentir. Alors va-t-on en sortir avec des bleus si on joue à un jeu de combat? Ça ne va pas jusque-là, sauf si vous le souhaitez vraiment. C'est un ingénieur américain qui a mis au point cet appareil à cheval entre un accessoire de jeu vidéo et un instrument de torture. Une paire de bras robotiques équipés de gants de boxe qui vont frapper le joueur dans la vraie vie lorsqu'il joue à un jeu de combat en réalité virtuelle. Là, pour le coup, l'immersion est totale. On ne va pas voir arriver ça demain dans nos salons, mais on va voir arriver des accessoires qui vont renforcer l'immersion en faisant appel à tous nos sens. Ça peut aussi prendre la forme de gants comme les HAPTX, alors c'est HAPTX, qui par un retour de force vont vous donner la sensation de toucher les objets que vous voyez dans le jeu. Dans un jeu de basketball, vous aurez l'impression que le ballon est vraiment dans vos mains. Dernier exemple, une entreprise japonaise, Cerevo, a mis au point des chaussures spéciales à enfiler quand on est en train de jouer, qui vont vous donner la sensation de vous enfoncer dans la neige ou dans un terrain marécageux, de quoi complètement oublier le monde réel. Et l'odorat alors, on nous a longtemps promis le cinéma en odorama, qui permettrait de sentir dans la salle ce qui se passe quand on regarde un film. Ce n'est pas encore probant, même s'il y a pas mal d'expérimentations ces dernières années, comme cet accessoire pour les consoles et les PC à masque olfactif baptisé Feel Real, un petit accessoire couplé à un casque de réalité virtuelle qui va, à certains moments clés, vous envoyer des odeurs qui correspondent à l'action. À l'intérieur, vous avez des capsules aromatiques et des ventilateurs, et donc vous allez avoir la sensation du vent sur votre visage ou de la chaleur des gouttes de pluie, et puis certaines odeurs, par exemple, vous jouerez à un jeu de tir, vous allez sentir l'odeur de la poudre ou celle de l'asphalte brûlant dans un jeu de Formule 1, ou encore des énigmes qui vont pouvoir être résolues au sein du jeu en faisant appel à votre odorat. Alors là, c'est sûr qu'on rentre dans le fantasme, le rêve, bien entendu, et c'est très loin d'être démocratisé. Mais pourquoi pas? Regardez, de plus en plus, ça se fait avec le casque de réalité virtuelle. Alors oui, c'est cher, hein, par exemple pour le PSVR 2 ou l'Oculus Rift, mais je pense qu'on en est encore qu'au début et que je pense qu'avec le temps, ça va s'enrichir et voire même peut-être réduire au niveau des prix et qu'on en est en fait qu'aux prémices du jeu immersif. Et voilà, donc après, c'est toujours compliqué de sortir de la manette. Nintendo avait tenté un petit peu de le faire avec la Wii, mais est revenu un petit peu sur ses pattes avec la Switch, bien qu'on a toujours quand même des choses sensorielles qui se font. Brésil qui nous a dit quelque chose, je crois. En gros, tu payes pour des sensations que tu peux avoir en jouant avec un vrai ballon de basket à 5 euros. J'en peux plus de ce monde. Comme je disais sur la semaine dernière, je suis pas persuadé par exemple que le système d'odorat soit vraiment pertinent pour quelqu'un qui est à la maison. Peut-être pour quelqu'un qui va avoir un type de gameplay qui va lui plaire comme des énigmes ou qui fait de l'escape game ou des trucs comme ça, oui.
mais je pense pas que c'est une grande majorité qui serait intéressée. Par contre, le toucher, ouais, le côté tu touches la neige, tu t'es dans un marécage, tu tiens une arme en main, ça oui, ça je pense que ça peut avoir une utilité. Tu peux très bien, par exemple, tu sais, avoir une mauvaise odeur dans un jeu d'horreur qui amplifie encore plus la terreur et le mal-être, tu sais, quand tu joues. Oui, Donc, ça peut... mais est-ce que tu investirais de l'argent dans des capsules et dans des éléments comme ça, on va dire de manière répétée, juste pour avoir cette sensation en plus? Je sais pas. Pour mon, Ça dépend de comment c'est proposé, le prix, tout ça, si c'est compris ou pas dans le packaging. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Tu vois, c'est à voir après comment c'est proposé commercialement, tu vois, si l'offre est intéressante ou non. C'est... Moi, je pense que ça peut être plus intéressant, peut-être pas pour un particulier à la maison, mais par exemple pour un établissement qui fait de l'escape game et qui Ouais. va avoir par exemple une salle VR sur lequel il va pouvoir justement interagir dans ce monde virtuel. Là, ça peut être intéressant parce que comme ils ont un aspect commercial, le but c'est vraiment de le rendre le plus immersif. Par contre, pour l'utilisateur qui est à la maison, bah, c'est un petit peu comme le choix de est-ce que je joue à Need for Speed avec la manette ou est-ce que je vais m'acheter le volant avec le siège baquet et tout ce qui va avec. Je pense que ça va être une niche, un peu comme ce système de volant. Mais par exemple, un jeu Harry Potter à Poudlard où tu as des sorts, tu contrôles comme ça avec ta main et tout, où tu as des odeurs particulières, fantaisistes et tout, qui peuvent être immersifs, ça peut être intéressant, tu vois. Je prends un exemple, il y en a plein. Hydra qui nous dit on s'enferme de plus en plus chez soi, c'est tout sauf une bonne idée. Alors, entièrement d'accord avec toi. En revanche, la réalité du monde devient pour certains de plus en plus difficile. Aujourd'hui, quand tu te dis par exemple que ben, tu vis à Paris dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, peut-être que le casque VR est le seul moyen, entre guillemets, de te retrouver dans un espace justement un petit peu plus ouvert et de pas te retrouver en mode glaustro tout seul à la maison. Plus intéressant si tu fais une sortie entre potes dans un truc spécialisé en VR et que voilà, vous passez une après-midi à jouer à ça, que plutôt de s'enfermer dans ce monde éternellement, quoi. Après, tu peux le Hmm. faire si c'est mesuré. Si c'est par exemple, tu vas jouer à, je sais pas, au prochain Horizon Call of the Sea et que le jeu il dure 7 heures, tu te tapes 1 heure par semaine, voilà, c'est une question de mesure aussi, hein. Hmm. Faut, je sais pas, moi je serais plutôt nuancé. Après, je comprends les arguments et bien sûr qu'il y a un problème d'individualisme, bien sûr qu'il y a plein de problèmes actuellement et que souvent l'échappatoire, c'est pas forcément une illusion à moyen et long terme, quoi, c'est clair. Petite actualité donc qui est en lien à la Paris Games Week donc de ce week-end. Nous avons donc notre couple de seniors Marcel et Monique, donc retraités vivant en maison de retraite, qui ont participé à des tournois entre maisons de retraite, qui se sont présentés du coup à Paris pour le tournoi de Wii Bowling et qui l'ont emporté. Donc félicitations à eux. Puis vraiment, le public sur place était déchaîné. C'est quelque chose qui a déchaîné les passions. Et moi, je trouve ça juste génial. La Wii, c'est vrai que quand la Wii est sortie, beaucoup de maisons de retraite l'ont récupéré cette console parce que pour eux, ça permettait aux résidents de pouvoir faire un peu une petite activité physique, et certains qui au contraire étaient même très très reculés par rapport à l'idée du jeu vidéo, ben aujourd'hui regardez-les dans cette illustration, hein. Ils s'amusent, ça leur plaît, puis il faut savoir 95 ans, mais leur adversaire c'était pas que des retraités, hein. Il y avait des plus jeunes également face à eux, hein. Et ouais, ça a été une bonne introduction pour le troisième merge, en tout cas, cette console en tout cas, et c'est cool, et bravo à eux, quoi. C'est bien que s'ils organisent des événements comme ça pendant la PGW. D'autres sujets, et donc des sujets qui ont été traités à la Paris Games Week, comme des Et oui, c'est ça, donc, décrocheurs scolaires ouais, deviennent des ouais, testeurs de jeux vidéo. tout à fait. Alors, je vais vous lire un petit peu une partie de l'article. Donc, à Paris, l'école de la deuxième chance H2C donc, voilà, propose une formation pour devenir QA testeur à des jeunes sortis du système scolaire. Ces cours gratuits sont une première en France. Une petite partie de Mario entre les cours, une classe d'une trentaine d'élèves âgés de 18 à 25 ans, principalement des hommes et quelques femmes, jouent à des jeux vidéo, ou plutôt les testent. Ils sont QA testeurs. Un QA n'est pas un joueur de jeux vidéo, un joueur de jeux vidéo joue pour le plaisir. Un QA testeur est là pour être au service de la production du jeu, précise Bérénice Pasquier, coordinatrice chez Play in Lab et garante d'une partie du programme pédagogie à venir du jeu. À venir en jeu, pardon. À venir en jeu, c'est le nom de la formation que suivent ces élèves pour devenir QA testeurs. Pour la première fois en France, ces cours gratuits sont proposés par l'école de la deuxième chance, de la seconde chance, je sais plus, à des jeunes sortis du système scolaire.
Donc il me déclare: «Je me suis déscolarisé vers le lycée et après je suis rentré à la mission locale. C'est là que j'ai découvert la formation à venir en jeu», raconte Oscar. Donc j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup, mais là, c'est surtout pour voir ce à quoi ça correspond. Alors la mission locale, je vous en je voulais vous en parler aussi parce que même moi, j'y suis passé personnellement parce que voilà, j'ai été, pas forcément j'ai pas eu forcément un parcours scolaire plutôt, simple, voire, assez chaotique. J'ai donc, été aidé à une période de ma vie, là-dessus donc j'ai pas mal d'empathie pour ces jeunes. Je pense aussi que, tu vois, ça peut être utile. Mais c'est vrai que, voilà, qu'ils traînent dans la rue ou que je ne sais quoi qu'ils fassent, là, au moins, ils peuvent faire autre chose. Et d'ailleurs, il y en a certains, donc je crois que c'est, un des garçons, voilà, qui parle donc dans l'interview de la vidéo de l'AFP, qui lui, en fait, envisage carrément après de monter et de faire autre chose que QA-testeur, quoi. Parce que c'est une porte d'entrée justement après pour travailler dans les entreprises et pouvoir monter, quoi, c'est clair. Donc 100 à 200 QA testeurs pour un seul jeu. Leur rôle est de tester des jeux avant leur sortie. On doit rechercher des bugs, donc les répertorier dans un tableau et noter l'importance de bugs, renseigne l'un des élèves. Tout ça est envoyé aux développeurs qui feront le nécessaire pour corriger ce qui pose problème. J'aime bien ça, c'est technique, mais en même temps, c'est un univers assez familier. Donc ce métier est en essor. Cédric travaille pour Quantic Dream, l'un des plus gros studios indépendants français de création de jeux vidéo. Et quand il faut recruter des testeurs, il y a toujours besoin de plus. Les jeux sont de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux et ça demande de la main-d'œuvre, explique le spécialiste. Cette étape est plus que nécessaire pour les 3 milliards de joueurs à travers le monde. Pour certaines grosses productions, il faut parfois plus de 100 à 200 QA-testeurs avant que les jeux vidéo n'arrivent entre nos mains. Alors, petite rectification, Quantic Dream n'est pas un studio indépendant, il appartient à Tencent, hein, aux Chinois. Donc, voilà, merci France Info de. Mais sinon, le reste de l'article est très intéressant. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Shane ou quoi dans le chat. Pour illustrer le propos, j'ai hier chez une cliente, une des femmes qui travaille là-bas m'a posé 2-3 questions. Son fils a 23 ans et elle est inquiète parce que il est passionné de jeux vidéo, mais du coup elle me dit voilà, je sais pas ce qu'il va devenir, je sais pas ce qu'il va faire parce que il est tout le temps croché aux jeux vidéo. Concrètement, elle était plutôt inquiète par rapport à ça. Puis c'est vrai que je lui ai dit aujourd'hui on a des influenceurs, par exemple sur internet et tout, il y a tout un pan de métier. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire va faire écho avec le dernier sujet de cette émission. Magnifique. Magnifique. Donc, on en reparle un petit peu plus tard au niveau des détails, mais il faut pas s'inquiéter. Et je pense, oui, que l'école de la deuxième chance et même, on va dire, le programme scolaire classique devrait explorer ces pistes-là. Parce que c'est plus un truc de niche, c'est un effet de société aujourd'hui, clairement. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est d'avoir aussi un retour à moyen et long terme, parce que de savoir qu'est-ce que deviennent ces jeunes, tu vois, une fois qu'ils ont fait leur formation, s'ils ont trouvé un emploi ou quoi, tu vois. Mhm. Parce que là, c'est bien beau le suivi, mais après, il faut quand même toujours penser à moyen et long terme, quoi. Si c'est juste après la formation et qu'ils sont de nouveau largués dans la rue ou quoi, ça sert pas à rien, entre guillemets, parce que ce sera une expérience, tu vois. Mais je demande tout le temps, tu vois, que il y ait quand même un suivi à moyen et long terme, quoi, tu vois, qu'on voit véritablement les conséquences. Donc, du coup, je sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter dans le chat concernant ce sujet. Sinon, on va passer donc au sujet suivant, qui est 38 millions de Français jouent au moins une fois par mois aux jeux vidéo. Et oui, alors, véritable passion française, le chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo en 2021 pèse plus que le cinéma et la musique réunis, selon donc Nicolas Vignol, délégué général du syndicat des éditeurs du jeu vidéo. Alors retenez bien cet article puisqu'il va être connexe donc à ce dont on va parler après. On est donc un grand pays du jeu vidéo, affirme le délégué général du syndicat des éditeurs de jeux vidéo, Nicolas Vignol, mercredi 2 novembre sur France Info à l'occasion de l'ouverture de la Paris Games Week 2022. Il explique notamment que 38 millions de Français jouent au moins occasionnellement, c'est-à-dire au moins une fois par mois aux jeux vidéo. Donc là, c'est une interview qu'il a plutôt donnée. Je vous laisserai aller la voir en tout cas. Il parle aussi du cyberharcèlement, d'autres choses et tout. Moi, je vois que ça n'a pas été forcément précisé, mais quand on parle de jeux vidéo, ça peut très bien être du jeu vidéo console PC ou sur smartphone, hein. Donc après, avoir en termes de détails des chiffres. Mais voilà. Donc partez donc déjà voilà, du principe qu'on est 38 millions de Français. Donc en tout en France, on est 60 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 22 millions qui ne jouent pas. donc, et donc c'est très important parce qu'en fin de compte, des fois, on est un peu restreint dans cette bulle d'univers. Et comme on a un peu de temps, on reviendra peut-être après sur l'article, mais après c'est que des chiffres, hein, c'est pas forcément très passionnant. Moi, ce qui me passionne, c'est plus l'interview qu'a donné Kayane à Hmm. RTL pendant la Paris Games Week justement.
Et vous êtes joueuse professionnelle, donc c'est un vrai métier. C'est un métier, j'en vis, j'ai créé ma boîte en 2015 et je suis sponsorisée par des marques pour les représenter dans les tournois et dans les événements que j'organise. Pardon, allez-y Pascal. Non, allez-y, j'imagine que ça demande un entraînement et que chaque jour vous entraînez longuement. Oui, alors je joue à des jeux de combat, donc en fait on a deux personnages qui s'affrontent et l'objectif c'est de réduire la barre de vie de l'adversaire le plus possible. Et moi je Vous joue entraînez avec un combien de temps personnage, ça prend entre 3 heures et 7 heures par jour. En particulier quand on a des tournois, on doit se préparer, faire des sessions d'entraînement et regarder des matchs en ligne sur YouTube, au Twitch, et on regarde, on analyse les adversaires et ensuite on se déplace dans le monde entier pour participer au tournoi. Question peut-être provocatrice, mais il y a beaucoup de parents, de grands-parents qui s'inquiètent de voir les jeunes passer beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Je vais être très abrupte dans ma question, ça rend pas idiot? Non, tout comme les contenus en fait qu'on a à la télé ou sur Netflix et autres plateformes de streaming, il faut savoir limiter le temps de visionnage de jeux sur les consoles, sur PC. Il faut que les parents s'intéressent aussi à ce que les enfants jouent. Il faut leur mettre des jeux qui soient adaptés à leur âge et aussi à leur sensibilité. Par exemple, vous jouez à Street Fighter, on l'a dit, c'est un jeu de combat. C'est pas préconisé pour les plus jeunes. Par exemple, on commence pas avec ces jeux-là. Ça pourrait, parce que moi j'ai commencé très jeune, à 7 ans, les jeux de combat. Mais c'est plus des valeurs d'arts martiaux qu'on apprend sur ce type de jeu, puisque c'est des combattants, mais c'est des personnes des personnages qui ont appris du karaté, du judo, ce type d'arts martiaux, et qui ont vraiment ces valeurs de dépassement de soi. Et moi, ça a été mes modèles quand j'étais plus jeune. Alors, ce qui fait peur, évidemment, dans ces jeux, c'est pas qu'on en joue, c'est qu'on ne fasse plus que ça. Et que les gosses ne fassent plus que ça. Qu'ils ne lisent plus, qu'ils n'aillent plus au cinéma, qu'ils n'entrent plus dans les musées et que ça devienne une passion dévorante. Vous parliez avoir commencé les jeux vidéo à 7 ans. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre seul intérêt dans la vie, si j'ose dire? Moi, je pense que le jeu vidéo m'a vraiment permis de m'ouvrir au monde, parce que les week-ends, je me déplaçais dans des événements physiques pour rencontrer des joueurs de tout âge, hommes ou femmes, et je jouais avec eux, ce sont devenus des amis. Ça m'a permis de rencontrer des joueurs étrangers. Donc mais ça est-ce qu'il y a d'autres passions à côté de ces jeux vidéo? Des passions pour moi? Oui. Oui, je suis passionnée de piano. Je joue du piano parce que des musiques de jeux vidéo comme Final Fantasy m'ont passionnée et m'ont donné envie de me mettre à la musique. Je fais de la boxe thaïlandaise parce que les jeux de combat, en voyant des combattants... Donc tout est lié au fond aux jeux vidéo. Oui, je pense que en fait, les personnages sont aussi inspirants et nous donnent envie de s'intéresser à d'autres sujets, à d'autres choses, et voilà. Et vous le disiez, ça a été une porte d'entrée vers la musique, donc c'est aussi un moyen d'entrer dans d'autres univers culturels, le jeu vidéo. Bien sûr, et je pense qu'il y a des jeux, par exemple Assassin's Creed, qui est un jeu développé par Ubisoft, qui est vraiment basé sur de l'histoire, et du coup, ça entraîne des personnes qui ont envie de s'intéresser à l'histoire de la France, de la Grèce et d'autres pays, parce que ces jeux en parlent. Juste rapidement, vous disiez, vous êtes aujourd'hui joueuse professionnelle. On peut vivre correctement d'une passion comme les jeux vidéo, ou alors c'est vraiment une minorité de personnes qui arrivent à en vivre aujourd'hui? Alors moi je suis joueuse professionnelle, mais il y a tout type de métiers qui existent dans le jeu vidéo. Donc par exemple, on ne le voit pas forcément, mais derrière chaque youtubeur, streamer, il y a des caméramans, des photographes. Mais vous gagnez bien ingé votre vie, c'était ça la question de Céline. Est-ce que d'abord vous pouvez dire tout simplement vos revenus annuels en termes de joueuse professionnelle, ou est-ce que vous ne souhaitez pas le dire? Alors, je ne peux pas le dire exactement parce que j'ai des contrats de sponsoring. Et mais vous considérez que c'est très bien payé? Mais je considère que je vis bien ma vie et que je le gère aussi correctement pour investir dans du matériel, pour organiser mes propres événements et tout. Bon, on a l'impression que c'est plus les garçons qui font des jeux vidéo. Manifestement, c'est pas le cas avec vous. Non, je pense qu'il y a aussi une bonne part de femmes qui jouent et de plus en plus. Merci Kayane. Donc petite vidéo intéressante que vous avez vue de Kayane, Kayane qui est une
joueuse professionnelle française donc sur les jeux de combat, principalement au début sur Soul Calibur, et qui a évolué ensuite sur différents éléments, puisqu'elle a carrément participé en tant que juriste à des tournois aux États-Unis, en Europe, à des contenus d'émissions. Là, en l'occurrence, elle a été invitée donc par RTL donc à venir s'exprimer sur le sujet. Petit détail qu'elle précise dans les tweets donc par rapport à cette émission, au moment où on l'a invitée à venir à RTL, on ne lui a pas dit qui étaient les personnes qu'elle allait la recevoir, donc on ne lui a pas donné le nom des journalistes ou des personnes qu'elle allait rencontrer, ni à quelle émission elle allait participer. Donc ça a été un petit peu la surprise quand elle a été envoyée, on va dire, dans la cage au lion, et on constate qu'elle s'est juste magnifiquement débrouillée face aux journalistes qui avaient clairement des questions qui étaient très orientées. Moi, je trouve Ça- qu'en fait, elle a très bien agi, elle a très bien répondu, avec calme et tout. Je précise même que dans ses tweets, elle a demandé après à Pascal Pro si un jour ça lui dirait de découvrir le jeu vidéo. Donc en fait, c'est une main tendue, tu vois, à des gens qui ne connaissent pas ce milieu. Donc pour moi, en fait, elle a été parfaite. Parfaite vraiment en termes de réaction. Il faut comprendre un truc par contre, c'est les réactions qui se sont enchaînées, justement les gens qui ont critiqué donc les questions. Et ces gens en fait n'ont pas compris que c'était fait exprès en fait, que le public de RTL n'a rien à voir avec notre génération. Ce sont souvent par exemple des gens âgés qui ne connaissent rien, qui ont beaucoup de préjugés négatifs. Et en fait ils ont besoin de s'identifier aux journalistes qui posent la question. Donc le journaliste, en fait, il interprète un personnage qui va être vu comme réac ou quoi, un petit peu ancien, voire peureux, pour que l'auditeur puisse s'identifier en fait à cela. Donc c'est pour ça que en fait c'est souvent fait exprès et que par exemple Pascal Pro, même la dame qui est avec lui, surjoue, font des questions provocatrices. En fait tout ça c'est volontaire. Ça ne veut pas dire qu'eux ils le pensent personnellement. C'est juste en fait histoire de créer en fait un spectacle, une scène à travers des médias tout ça. Donc et moi qui ai beaucoup d'empathie, je trouve regrettable qu'il y a beaucoup de gamers en fait qui en ont pas, qui n'arrivent pas en fait à se mettre à la place de vieux qui sont dans un autre monde qu'eux. Je rappelle, je vous mets en fait l'article de Paris Games Week. Ils ont dit qu'il y avait 38 millions de joueurs en France, mais qu'il y en avait 22 millions qui ne jouaient pas. Et tous les jours au quotidien, on croise encore des gens plus ou moins âgés qui ne connaissent pas ce milieu et qui ont ces questions-là. Et c'est bien en fait de les mettre en scène, de les mettre en spectacle et d'avoir quelqu'un de sage, de mature pour y répondre, parce que j'ai vu des réactions des gens qui ont dit ah ben cette femme-là m'a rassuré, je ne connaissais pas le jeu vidéo, mais je trouve qu'en fin de compte c'est intéressant ce qu'elle dit. Donc voilà, c'est dommage que les gamers soient de suite agressifs quand on parle de jeux vidéo. Les gars, détendez-vous quoi. Et justement, à vous de montrer à vous d'avoir le comportement qu'a Kayane. Même si ça peut des fois vous exaspérer, essayez de prendre du recul, de vous mettre à la place d'autres personnes qui ne sont pas de votre génération, qui ne sont pas de votre milieu. Voilà, je trouve déplorable en fait que cette communauté de gamers manque d'empathie, de se mettre, parce que l'empathie c'est ça, c'est de se mettre à la place d'eux et ne se mettre jamais à la place d'eux. Parce que le public d'RTL, ce n'est pas vous que t'entends. En même temps, le jeu vidéo rend violent, tout le monde le sait. Non, mais après, en fait, là-dessus, alors je suis entièrement d'accord avec ta manière de soulever le truc. Après, je pense que l'agacement des joueurs, il est lié aussi à un historique. C'est-à-dire que c'est pas que depuis aujourd'hui qu'on parle de jeux vidéo. Et c'est vrai que la télévision a toujours eu un discours plus ou moins accusateur, ou à marteler, ou venir volontairement à taper sur certains. On se rappellera d'interviews qui ont été faites par exemple auprès de Cyprien ou auprès de Squeezie, qui ont été catastrophique, parce que là en gros c'est on a mis une personne en fait au milieu du ring, et il y a 10 personnes, 10 journalistes qui étaient là en mode à s'acharner. Là par contre effectivement dans le cas de RTL, je trouve ça beaucoup plus sain, parce qu'ils sont pas 15 en fait justement autour, il y a 2 personnes réellement qui posent des questions, la journaliste qui elle a préparé son sujet, et l'animateur qui lui vient simplement un petit peu recadrer ou réorienter un petit peu la réponse pour avoir vraiment leurs attentes. Il y a aussi une bataille d'audience, d'audimat, c'est-à-dire que quand les gens jouent à des jeux, ils ne regardent pas la télé, ils n'écoutent pas la radio, donc peut-être qu'après on peut sous-entendre aussi que des fois l'addiction qui est traitée aux jeux vidéo n'est pas traitée bizarrement pour la télévision, où tu as des gens qui restent toute la journée devant des chaînes d'infos
à répétition, là ça pose aucun problème. Ou quelqu'un qui écouterait tout le temps la radio, tu vois. Rester devant une chaîne Ouais. d'infos, pourquoi pas? En revanche, rester devant ta télé-réalité des Marseillais à Cancun, bon, ça oui, il y a peut-être quelque chose, hein, mais j'en sais Ouais. rien. Je rentre dans le même, dans la même logique que le jeu, du coup. De ce cas, en fait, le comportement de Kayane était parfait, quoi. C'est-à-dire, Hmm. tu t'es calme, tu tends la main, t'expliques, et puis voilà, quoi. C'est tout, quoi. La communauté Twitter et autres, tu les vois, ils sont tous là, ils l'ont vraiment bien soutenu par rapport à ça. Puis on a pas mal de noms. On a Julien Chiez par exemple qui en a parlé aussi. On a Brigitte Lecordier donc qui est doubleuse donc de voix qui en parle aussi. Il y a énormément de gens donc de la communauté francophone qui sont venus la féliciter du coup pour cette interview et pour ses réactions. C'est à tel point qu'il y en a même qui l'ont baptisé du coup la Queen. Drop of the Queen. La reine des jeux, la reine du combat. Et c'est pour ça que je vous disais, ça fait rebond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de métiers autour du jeu vidéo et que certains en fait se rendent pas forcément compte de tout du potentiel de travail qu'il peut y avoir derrière. Donc à cette maman qui est très inquiète pour son fils qui ne fait que jouer aux jeux vidéo, dans ce cas, pourquoi ne pas se renseigner tout simplement sur ce qui pourrait l'intéresser dans cet univers et s'il n'y a pas un débouché du secteur qui pourrait lui plaire. C'est Ouais, bien sûr. ne restez pas fermé. Je sais que Darès, il avait fait un voyage à Rome, et que, bah, en fait, il avait fait son parcours grâce à Assassin's Creed, en fait. Tous les bâtiments, il les connaissait, tout ça, et en fait, il s'en était servi pour son voyage avec sa maman, donc à Rome. Et d'ailleurs, autre anecdote, lors de l'incendie de Notre-Dame donc à Paris, il s'avère que les plans de la flèche, donc de la plus haute tour de cette cathédrale, a été reconstitué à partir des images qui avaient été obtenues par Ubisoft pour le jeu Assassin's Creed justement. Comme quoi, une seule branche peut vraiment orienter, vous envoyer sur plein de contenus différents. Par le jeu vidéo, on a reconstruit Notre-Dame. C'est incroyable. Il est 11h54, nous avons encore 6 minutes de rab. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, sur ces 6 minutes, on va en profiter déjà pour vous annoncer que demain soir, nous allons faire une émission un peu spéciale qui va tourner autour de VRChat. Donc on va aller se balader un petit peu dans un des métavers existants dans le monde, parce que Facebook n'a rien inventé, hein, disons-le. Et donc on va faire un petit tour un peu avec l'équipe, donc avec Sinoc, avec Hydra, du coup qui sera présent avec nous. Si d'autres personnes veulent nous rejoindre également pendant le VRChat, c'est parfaitement possible. Bien évidemment, vous retrouvez pendant la semaine les articles sur le site donc de Housing. On a notre Twitter qui est aussi extrêmement actif, donc grâce à Dadou. Du coup, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, de gros bisous à tout le monde et à très bientôt sur Ozing. Ciao.